Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette avant-première de Samoniro de Stefano Savona qui s'inscrit, c'est une avant-première, mais à l'intérieur d'un cycle que nous avons tenu à réaliser entre les mois de janvier et février autour d'une partie du cinéma italien peut-être un tout petit peu moins connue, très liée au documentaire et qui en fait est une véritable, quelque part, révolution dans le cinéma, une sorte de nouvelle vague du cinéma italien, passionnante, avec plein d'œuvres extrêmement différentes, dont certaines qu'on a déjà eu l'occasion de présenter par ici, et que nous tenions à mettre en avant, avec des films de 2009 et des films plus récents, comme bien sûr celui de Stefano Savona, qui a remporté l'Œil d'Or, le prix du meilleur documentaire, toutes sections confondues, au dernier festival de Cannes, le film ayant été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Mais avant, je voulais juste vous dire que nous avons eu la chance de réaliser avec Cinecittà Luce, qui collabore souvent à nos activités liées au cinéma italien, cet opuscule, qui est une sorte de réunion justement d'une cinquantaine de titres de films qui racontent un peu ce nouveau cinéma italien, qui essaye de le décrire et qui fait partie aussi évidemment, dont les films font partie du programme que nous présentons. Les deux auteurs de cette programmation sont bien sûr la responsable de la programmation de la Cinémathèque suisse, Kika Bergonzi, et celui qui a écrit la quasi-totalité des textes, parce que j'en ai écrit un aussi, donc voilà. C'est un critique, journaliste, ami du cinéma, programmateur, avec qui nous collaborons depuis longtemps, qui nous vient de Naples tout en vivant à Rome, c'est Maurizio Di Rienzo que j'ai l'occasion d'accueillir ce soir pour qu'il nous dise quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Stefano Savona. Ciao Maurizio. Ciao, bonsoir. Merci encore d'abord, merci à la Cinémathèque suisse, merci à Frédéric Mer. C'est pas la première fois que je suis ici et nous partageons des idées, un regard sur le nouveau cinéma italien et cette fois, il s'agit d'un regard que tu as très bien introduit. Et je peux agendre seulement une chose sur la nature de cette idée, l'idée de porter ici 10 années, les dernières 10 années de cinéma italien, on peut le dire, on peut le définir mosaïque, ok, qui vient du réalisme, qui est un nouveau regard, ok, la fiction, la réalité, le documentaire et la fiction, mais une sorte de cinéma transgenre qui se va affirmer à avoir des prix, même je voudrais seulement parler de Le Sacro Gra, qui est un film de Gianfranco Rosi qui a gagné le Lion d'Or à Venise 2013, Cesare deve morire 2012, le frère Taviani, grand maître, avec des acteurs dans la prison de Rome, directement dans la prison, et qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin. Et après, un autre film de Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare à Berlin encore en 2016 et Méditerranée de Gianna Scarpignano qui a gagné le premier prix de la Semaine de la Critique quelques années déjà à Cannes. Il s'agit d'une mosaïque très intéressante et surtout je voudrais ajouter une petite chose sur le nouveau type de collaboration entre le metteur en scène et des amis qui sont producteurs et une façon pas nouveau, parce que nouveau est une parole une mot très abusé peut-être, mais une façon très intéressante de se rapporter à le cadre, à la photographie, à le son, à le montage, dans un sens qui rend ce film-là le plus intéressant peut-être des dernières 10 années. C'est encore merci à la Cinémathèque et on espère que vous trouverez des choses très intéressantes et particulières. D'autres fois, l'Italie est toujours particulier dans le bien et dans le mal. Bon, c'est comme ça. Grazie. Grazie Maurizio. Et c'est justement en 2009 que personnellement j'ai appris à connaître le travail de Stefano Savona, archéologue, en présentant l'un de ses films, Piombo Fuso à Locarno. Et je suis très heureux qu'on s'est rendu compte 10 ans plus tard. Aujourd'hui, il revient sur sa scène présenter Samoni Road. Stefano Savona, benvenuto. Bon, merci d'abord. Je suis vraiment heureux d'être là pour cette avant-première de la sortie suisse du film et pour
ensemble avec tous mes collègues italiens avec qui depuis 15 ans, on fait des films autrement en Italie. On vient de se le dire, mais c'est 10 ans après, c'est Locarno où les films avaient été très bien accueillis. Primé, Primé, oui, aussi. Quand Frédéric était directeur du festival, c'était une grande émotion qui m'a... D'ailleurs, les films que j'avais portés à l'époque, c'était quelque chose que j'avais tourné juste quelques jours avant ces films, parce que c'était un film que j'avais tourné à Gaza, qui s'appelait Plomb Durci. Et le lendemain de la fin de la guerre à Gaza, quand j'avais fini le tournage de l'autre film, j'ai commencé à tourner ces films-là, et ça m'a pris un peu plus longtemps que l'autre. C'était 2009, c'était presque un instant movie, quelque chose qui était mené par l'urgence. Donc j'avais monté déjà avant le festival de Locarno, c'est-à-dire dans 3-4 mois. Et pour aller un peu au-delà de ça, pour aller au-delà du simple constat d'une guerre, j'ai dû travailler encore 10 ans, et voilà le résultat. J'espère que... Enfin, j'ai fait aussi autre chose dans les 10 ans pour m'acquitter des possibles critiques. Mais voilà les films que je vous invite à découvrir sans vous en parler plus, parce que c'est un film, donc il faut qu'il parte tout seul. Et après, comme il ne peut pas tout dire, on sera là pour répondre à vos questions. Et à la fin du film, qui est déjà assez longue, pour y aller le plus vite possible, je pense. Alors à tout à l'heure et bonne projection. Grazie Stefano. Grazie tanto. Grazie. Merci. Juste avant, comme peut-être une ou deux personnes vont partir, rappeler que le film va sortir tout de suite à la fin de cette semaine au City Puy à Lausanne, donc dites-le autour de vous si le film vous a plu, et également au cinéma du Grutli à Genève, qui est une salle associée de la Cinémathèque, où il sera également pour présenter le film demain, et qu'ensuite il sortira dans d'autres films, dans d'autres salles de Suisse romande, par initiative du distributeur suisse Adoc Film. Je vais peut-être commencer par une question qui prolonge ce que tu nous as dit tout au début. C'est au fond un peu la genèse du film. Parce que tu l'as dit, au fond le film est né à la fois par rapport à ce film Piombo Fuso qui va remporter donc un prix du jury à Locarno. Et c'est là que naît le film, mais il faudra une longue gestation pour que le film arrive au bout. Et justement, peut-être si tu peux nous raconter ce parcours et comment ça t'a amené à raconter ça. En fait, j'étais parti pour Gaza pour faire une sorte de journal au quotidien, des journaux intimes de la guerre, de la vie sous le bombardement. C'était une démarche un peu par naïveté, peut-être un peu la rage de voir une guerre à la télé qu'on ne voit pas, on ne comprend pas, les images des médias vraiment étaient assez incompréhensibles à ce moment-là, au moment de l'invasion israélienne de Gaza en 2008-2009. Donc comme ça, un peu par mégalomanie peut-être, je suis parti à Gaza pour dire si je peux rentrer avec ma caméra, je peux raconter la guerre. C'était une prétention assez superficielle, mais ça, néanmoins, ça m'a permis de tourner les images qui après sont devenues ces journaux intimes, ces blogs documentaires que je mettais en ligne jour par jour déjà de là-bas, et qui après est devenu Plomb Durci. Et Plomb Durci, ce film que j'avais présenté à Locarno, était certainement justement dicté par l'urgence, par la nécessité de raconter quelque chose que les médias nous racontaient de très loin. Mais après, quand la guerre est finie et j'étais prêt pour rentrer chez moi, j'ai connu cette famille, j'ai connu les Samouni. C'était le lendemain de la guerre, tous les journalistes à ce moment réussissaient à rentrer à Gaza. Donc je sentais que l'urgence de ma documentation était moins forte. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, et là, en ce moment, avec cette rencontre avec cette famille, j'ai compris en fait à quel point était pas suffisant le regard qu'on porte sur ces pays quand on arrive le lendemain d'un conflit comme cela,
même pendant, et à quel point une guerre rend tout complètement opaque et incompréhensible. Parce qu'on voit évidemment la souffrance des gens, mais derrière cette souffrance se cachent les histoires individuelles qui sont les seules choses, je pense, qu'il faut vraiment raconter. Et donc, en restant là-bas, mais de jour en jour, plus on s'éloignait de la catastrophe qui avait été la guerre pour les habitants de Gaza, plus je découvrais qu'il fallait prendre son temps pour raconter cette histoire, qu'il fallait trouver une manière d'utiliser le cinéma pour la raconter au mieux, pour trouver une manière de reconstruire à côté de cette personne qui devait se reconstruire, pour reconstruire l'unicité de chaque histoire au milieu de cette destruction qui était faite pour oblitérer chaque diversité, chaque individualité. Donc ça m'a pris longtemps, et aussi beaucoup de ce temps était juste pour comprendre comment on le racontait, cette histoire. Donc à l'époque, j'ai passé un mois à Gaza à côté de Samouni, en filmant, posant des questions, en faisant des interviews, en filmant l'état des lieux, si on peut l'appeler comme ça, des gens quand rentraient chez eux ne retrouvaient plus rien, et en filmant les travail sous le dé. Et après, l'année d'après, ils m'ont rappelé pour me dire on va se marier, finalement, viens filmer le mariage. Et j'ai eu là, je me suis dit peut-être là, je vais arriver à faire les films que je voudrais faire, donc un film qui cherche à raconter quelque chose de plus que la guerre. Mais ce n'était pas encore le cas, ce n'était pas encore possible, parce que même un an plus tard, les questions plus je connaissais des histoires de cette famille, plus je me disais il faut pas hésiter, il faut trouver vraiment une manière de revenir en arrière, de réanimer le passé, de rencontrer cette communauté avant que la frappe les rend méconnaissables. Et là, après avoir filmé en 2010 les mariages, et encore pendant des mois la famille, donc les dernières images documentaires que j'ai réalisées pour ces films, à mon retour en France, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre manière de raconter le passé. Donc, petit à petit, l'idée de l'animation s'est imposée comme cette possibilité de garder à la fois les images documentaires et d'y trouver un passé filmable, que je pouvais mettre en scène avec le cinéma, et qui était à la mémoire en fait des survivants. Mais les cinémas de fiction traditionnels m'auraient obligé à écarter les images documentaires, donc c'était absolument pas question. Je n'avais aucune praticité aucune familiarité avec l'animation, donc en ce moment, un peu plus tard même, parce qu'entre-temps après, j'avais fait les films Tahrir en 2011, et après d'autres choses. Et là, au moment où j'ai découvert les animations de Simone Massi, je me suis dit, voilà, peut-être c'est la forme que les passés des personnages pourraient avoir dans mon film. Et là, c'était encore 2012, début 2013, donc depuis, on a dû se donner les moyens de transformer ça, cette idée, cette rêve, dans les films, donc on a dû le financer et surtout le réaliser. C'était pas évident. C'était un long processus. Et évidemment, le travail de Simone Massi est assez extraordinaire. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un peu une petite star en Italie du cinéma d'animation, notamment de court-métrage. Mais il y a une partie qui est saisissante dans le film, qui est aussi liée à l'animation, qui est évidemment celle du regard supérieur de cette caméra infrarouge, cette image de drone qui surveille de haut ce qui s'est déroulé, et comme tu le racontes, tu le dis à la fin, complètement documenté sur la base de la réalité. Comment c'est arrivé ça ? Parce que tout d'un coup, on passe de la vision à hauteur d'homme que tu as tout le temps avec tes personnages, cette forme de proximité, de distance et d'empathie en même temps que tu as par rapport à eux, à cette vision d'en haut qui est complètement différente. Oui, déjà, il faut dire que quand même,
en 2009, 2010, même jusqu'à 2011, fin 2010, on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il s'avait tiré, parce qu'en fait, il n'avait pas encore eu... il y avait eu le rapport Goldstone qui avait posé la question à Israël de clarifier, si possible, la dynamique de l'attaque, mais il n'y avait pas encore eu l'enquête militaire qui aurait clarifié certaines responsabilités. Donc, je ne savais rien. Enfin, j'ai commencé les films avec cette point d'interrogation. Donc, j'ai posé beaucoup de questions pour comprendre, parce que c'était incompréhensible pour la dynamique. Donc, dès que, par contre, ces données ont été rendues publiques en Israël, au moins je me suis dit, enfin voilà, c'est passé ça, donc ça correspondait en fait avec ce qu'avaient raconté les Samounis sur place, les résultats de l'enquête israélienne, donc ce malentendu qui avait amené cette folie. Et je me suis dit, comme j'ai passé la plupart du temps, depuis que j'ai filmé ici, à me demander qu'est-ce que s'est passé, donc je ne peux pas me passer... Enfin, j'étais sûr que cela aurait dû trouver une place dans les films, parce que sinon, les publics, comme moi à l'époque, quand même n'auraient pas pu comprendre même tout le reste du film, parce que ça s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on devait trouver une manière de l'expliquer de la façon la plus claire possible. Et en même temps, les partis pris de l'animation, c'était qu'à la fois, d'abord, toutes les animations du film ont été réalisées en 3D. Donc, on a construit un modèle 3D du quartier, des personnages, même avant que Simone Massi et les autres animateurs ont pu redessiner tout ça à la main. On a voulu, comme je voulais être absolument précis dans ma reconstruction, donc je me suis dit que la seule manière de le faire, c'était de reconstruire tous les quartiers, tous les personnages en 3D, de les animer, de filmer ça avec une caméra virtuelle, qu'on peut faire un film d'animation 3D, et après de faire redessiner tout par les animateurs. Et donc, ce processus avait commencé, et dès qu'on a eu exactement les comptes rendus de cette commission d'enquête qui expliquait aussi de manière très claire la dynamique de l'attaque, donc je me suis dit, c'est là par contre, on ne peut pas la faire raconter du point de vue des protagonistes, notamment du point de vue d'Amal, parce qu'eux, ils ne pouvaient rien comprendre à l'intérieur, ils savaient leur point de vue, et je ne voulais pas du tout ajouter des points de vue objectifs à des points de vue subjectifs. Et en plus, dès que j'ai découvert en fait que l'ordre avait été donné à partir d'images de synthèse que j'avais déjà utilisées, d'autres images, pas d'images de synthèse, d'images des drones, donc d'images réelles à l'infrarouge, mais avec cette forme qui ressemble à celui d'un jeu vidéo en fait. J'avais déjà utilisé les images que les Israéliens avaient mis en ligne de l'attaque de 2009 au début des plombs durcis. Donc j'étais familière avec ces images, mais évidemment il n'y en avait pas public de l'attaque des Samounis. Donc dès qu'on a eu la reconstruction écrite qui nous a permis de la reconstruire, pour moi c'était évident que, et dès que j'ai découvert, qu'on a lu que l'ordre des tirets avait été donné à partir des images pareilles, donc j'ai senti quand même que c'était une nécessité, et même avec les risques de changer complètement d'axe de point de vue sur les personnages du film. Et j'avais même sous-estimé en fait l'effet énorme qui donne en fait ces changements d'axe, parce que le film est toute la construction du film est faite pour nous mettre à côté des protagonistes de l'histoire, et donc vivre à leur côté avec l'animation l'effet que les films racontent. Et en fait, comme ça, on négocie une distance qui n'est plus celle à laquelle on est habitué à regarder cette histoire à la télé ou sur Internet. On la négocie progressivement, finalement on y est avec au moment de la guerre. Et donc cette sorte de violence, l'acte qu'on raconte est violent, mais la violence du point de vue pour les spectateurs nous replonge vite avec une violence, si on peut l'appeler comme ça, et à la distance qui est la nôtre en fait, de celui qui regarde de loin avec curiosité plus ou moins morbide, et qui peut se faire une idée des choses, mais sans pouvoir être là. Et c'est beaucoup plus violent parce qu'on n'est pas avec eux en ce moment-là. On est à nouveau où on est d'habitude, loin, et avec des images plus ou moins vraies auxquelles croire ou pas.
Et chaque fois que je vois les films avec le public, je sens que c'est le moment où on est tout seul devant quelque chose qui nous dépasse. Après, le reste du film cherche de reconstruire une proximité au personnage, jusqu'au moment du mariage, mais là, c'est encore à nouveau avec l'empathie, donc c'est tragique, mais c'est vécu ensemble. Donc voilà un peu. Il y a une petite question encore, après on va passer aussi la parole au public, mais une question qui me permet de remonter à tes origines d'archéologue. Parce que justement, cette séquence-là, plus peut-être que le reste du film, pour moi, tout d'un coup, se rapproche aussi à cette espèce de situation de l'archéologue qui retrouve une planimétrie des restes, des traces, au fond, d'un passé, d'une mémoire extrêmement lointaine. Alors, tout le film est une reconstruction d'une mémoire. Mais en même temps, à ce moment-là, il y a comme tout d'un coup une espèce d'instantané d'une mémoire que l'on voit, mais avec aussi cette espèce de distance du scientifique, si tu me passes l'expression. Ouais. Et d'ailleurs, pour prolonger aussi cette question, c'est de se dire, au fond, comment tu es passé de l'archéologie à la caméra? Mais en fait, oui, je me suis dit à la fin de ces films que finalement, je fais toujours la même chose. Je fais toujours les cinémas, un peu ça, les cinémas documentaires, même les miens filmés, c'est toujours ça. C'est toujours faire avec quelque chose qui est de la réalité dégradée et la recoller ensemble pour faire quelque chose qui a l'air vivant. Et l'archéologie, soit c'est comment on pourrait dire, du fétichisme du passé, c'est-à-dire de l'objet ou l'idée de l'art, d'objet d'art, les beaux objets qui est ancienne, qui a cette aura d'ancienneté. Ou sinon, l'archéologie, comment elle est d'habitude pratiquée, c'est plutôt le rêve de reporter en vie un passé qui n'est plus là, et donc c'est se battre corps à corps avec le temps. Évidemment, on perd, parce que le temps est beaucoup plus fort que nous. Mais le cinéma, c'est exactement la même chose. C'est chercher de saisir une manière de garder, de bloquer le temps, de jouer avec lui, de lui demander de nous faire... c'est une technique de réanimation d'embaumage, comment on dit ça? D'embaumement. Oui, d'embaumement. Et ça ne marche pas, mais c'est un peu pathétique, mais c'est une manière je pense un peu héroïque aussi de faire face à l'incompréhensibilité de la vie dans toutes ses formes. C'est aussi pour ça qu'on aurait pu faire les animations qu'en 3D avec une certaine facilité, et on a décidé de les redessiner à la main. Chaque seconde de cette histoire a été dessinée 8 fois, était grattée sur des papiers couverts avec du pastel à l'huile, et cela a mis un temps fou. On a plus de 18 000 dessins, et chaque dessin, on a fait en moyenne, les animateurs ont pu faire 4 dessins par jour. Donc ça fait des jours pour faire une seconde d'animation, et c'est une manière aussi de rendre ce rituel d'embaumement plus crédible dans son absurdité, d'une certaine manière. Peut-être c'est l'idée qu'a de la fiction quelqu'un qui a fait que du documentaire, c'est-à-dire que si on défie Dieu sur son propre terrain, il faut faire quand même... Il faut un peu de rituel, il faut faire des efforts pour retrouver ou faire rentrer la vie dans la mise en scène. Moi, je n'ai pas de confiance dans la mise en scène en soi, même si toutes les images qu'on a racontées, qu'on a remis ensemble dans ces films, les scénarios est donné par... c'est la mémoire des survivants, donc de manière très précise, même les images plus oniriques, on les a tirées des choses qui nous sont racontées. Mais au moment où on cherche de donner des visages, une forme à ça, on se rend compte d'être un peu dépourvu de moyens. Et donc il faut se donner Je pense que c'est ça le documentaire, en fait, c'est nous apprendre, pour moi, quelle est la forme de la vie et comment on ne peut pas la reconstruire.
si on veut. Surtout quand on mélange la fiction, la reconstruction documentaire, c'est encore plus flagrant cette impossibilité, cette extrême difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que le film, qui est centré sur le personnage de Amal, au fond, raconte un peu ce que tu racontes aussi à travers ce qu'elle dit, puisqu'elle dit au départ que je ne sais pas raconter des histoires, et qu'après, finalement, elle et d'autres vont utiliser le dessin pour raconter les histoires. Que ce soit le mariage, que ce soit la mort, que ce soit dessiné dans le sable. Enfin, le dessin est toujours présent à l'intérieur du film, en dehors évidemment de la partie d'animation. Oui, un dessin qui doute de lui-même, parce qu'Amal, elle dessine, après elle efface, après elle essaye à nouveau. Et évidemment, ça... Enfin, je me suis dit à un moment, peut-être il faudrait des dessins d'enfants, des vrais, pour faire les films. Et après j'ai joué le jeu du dessin qui s'est fait et s'est défait, parce que c'est une technique aussi qui est faite pour ne pas être clair, pour mettre en scène aussi sa difficulté. C'est-à-dire la mémoire revient par vagues, revient par bribes, revient toujours réimaginée, fantasmée. Et donc, j'étais plus intéressé à mettre en scène ces processus de blocage devant la mémoire, donc des souvenirs qui reviennent mais qui ne reviennent pas, et qui, justement, elle dit, je ne peux pas raconter, je ne sais pas comment raconter, moi je ne savais pas non plus, mais j'ai senti que devant cette impossibilité, il y avait moyen de faire du cinéma, alors que si on aurait joué la facilité, on aurait fait autre chose. Enfin, on aurait pu faire quelque chose de plus facile, même de moins nécessaire. La parole est aussi à vous. On a peu encore parlé de politique, on peut aussi y venir, évidemment, le film et le sujet. Mais ce n'est pas une obligation. J'entends, je ne sais pas, maintenant, à vous la parole d'avoir des questions. Si vous pouvez juste lever la main pour qu'on vous tende le micro, s'il vous plaît. Non? Personne? Ici, là, voilà. Là-bas. Là. Ici, là. Droite. Vous lui donnez le micro? Bonsoir, Ah, pardon. merci beaucoup, ça Ok. m'a beaucoup Et puis après, touché ici. votre film. Et suite à ça, j'ai 2 questions. La première, ce serait comment vous avez été introduit dans la famille Samouni, ou dans ce village. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez montré votre travail final à ces gens? Alors d'abord, c'était en 2009, c'était quelques jours après la tragédie, donc ça fait 10 ans exact, presque. C'était le 20 janvier, quand je suis arrivé dans les quartiers. Donc je pense, oui, 20 janvier 2009. Et il venait l'histoire s'est passée entre les 4 et les 7, donc c'était tout... il venait vraiment de découvrir les dernières morts. Et là, c'était le moment où beaucoup de journalistes arrivaient d'Israël et de l'Égypte, donc il y avait beaucoup de caméras dans les quartiers. À la limite, l'entrée était la plus simple, parce que moi, je pouvais prétendre être un journaliste comme les autres, alors que je ne suis pas journaliste. Donc, mais comme je n'avais pas des programmes envoyés à une télé, donc je pouvais prendre mon temps, et surtout je venais de faire quelque chose pour laquelle je me donnais l'obligation de tourner, monter chaque jour pour mettre en ligne, alors que là je sentais que c'était moins urgent. Et donc je passais beaucoup de temps avec cette famille qui me racontait, comme racontait à tout le monde, cette histoire. Mais ça a permis aussi, dans tous les moments où je filmais pas, ou même quand j'ai filmé, de noyer des relations qui étaient des vraies relations de confiance et d'amitié avec quelqu'un des protagonistes de cette histoire. Et après cette confiance a encore grandi quand j'ai pu repartir là-bas pour le mariage. Et après, par rapport à avoir montré les films, moi j'ai envoyé des liens partie par partie, surtout pour l'animation, parce que c'était important que la famille puisse me dire ce qu'elle pensait, se retrouver. Enfin, j'essayais même de faire les voix, et certaines des voix de l'animation avec ces vrais protagonistes. C'était assez compliqué parce que, pour des raisons techniques, d'abord parce que je ne pouvais pas aller à Gaza, mais aussi parce que sur place, je n'avais pas des techniciens assez
de confiance. Donc, ça n'a pas marché. On a gardé un peu des voix, mais pas les voix principales de la famille. Et donc, la projection à Gaza que j'ai voulu faire avec la famille, c'est pas encore passé, malheureusement, parce que j'ai pas eu encore l'autorisation d'aller. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé au moment du mariage d'Amal, parce que la protagoniste du film a 20 ans maintenant. Et elle vient de se marier en début novembre. Elle s'est mariée. Donc, j'aurais voulu aller à ce moment-là. Son frère aussi s'est marié en août. Son frère le petit, c'est qui dit à la fin du film qu'il ne va pas se marier. Finalement, l'a fait. Et ça, c'était une bonne nouvelle. Et là, en ce moment, j'étais en Israël pour montrer les films au Festival de Jérusalem. Donc, j'avais eu l'illusion de pouvoir aller aussi au mariage à Gaza, mais je n'ai pas eu d'autorisation. Et là, apparemment, s'ouvre une autre possibilité avec Médecins sans frontières pour aller organiser une projection dans les quartiers d'ici quelques mois. On verra bien, parce que Gaza, c'est encore un des lieux où c'est plus difficile de rentrer au monde. Donc, ça, c'est le vrai. Comme on voudrait aussi faire sortir Amal et Mahmoud pour venir même juste pour visiter aussi maintenant en Europe, maintenant qu'ils se sont mariés, ils voudraient bien, mais encore une fois, ça passe par quantité d'autorisations et de permis qui sont pas impossibles, ce qu'on essaie quand même, mais très difficile à obtenir. Merci. Alors, il y a ici monsieur qui avait une question. Non? C'était la même question. Bon, d'accord. Là-bas, madame? Je crois, c'est madame, oui. Oui, j'aimerais savoir quelle était la réception en Israël dans ce festival du film, par la presse. Est-ce que c'était un monde un peu clos ou comment c'était? Oui, malheureusement, c'est pas la presse tout court qui suit le festival de Jérusalem. Même le public était plutôt choqué par les films, même si l'histoire que je raconte, c'est une histoire qui est connue en Israël. Je me suis beaucoup basé aussi sur les articles d'Amira Haas, qui est une journaliste du journal de gauche Haaretz, un journaliste israélien qui avait beaucoup écrit après les avoir connus sur les Samounis. Et donc ces articles, elle a publié une vingtaine d'articles sur Haaretz qui parlent des Samounis, donc à l'époque, pas même après. Donc c'était pas des nouvelles, je montrais rien qui n'était pas déjà connu, sauf que les voir comme ça avec la force du cinéma Amiras qui avait vu les films à Jérusalem, elle aussi elle était choquée par la réaction de ses concitoyens, surtout parce que c'était connu, c'était pas quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que le public du Festival de Jérusalem n'est pas la société israélienne. C'est une minorité, la minorité des minorités. Et les gens qui l'y arrêtent aussi. Donc, ça, malheureusement, la réception qui était plutôt positive, même dans la presse du film en Israël, statistiquement, n'est pas signifiante, je dirais. Et le film, peut-être on réussira à les montrer et à faire une sorte de distribution un peu underground en Israël aussi, mais parce que quand même il y a un certain nombre d'Israéliennes qui se posent la question, mais sont une infime minorité, malheureusement. Mais heureusement qu'il existe. Oui. Madame de nouveau, ou bien c'était... Vous vouliez encore poser... Attendez, Regina, juste la même dame que... Ah bon, ici devant, puis on vous le repasse après. Allez-y, madame. Grazie, complimenti. Il film est molto piaciuto. J'ai une question. En fait, j'ai remarqué que dans ces films, il y a beaucoup d'arbres. Peut-être parce que vous avez voulu souligner le fait que cette guerre n'est pas une guerre de religion ou politique, mais finalement une guerre de terre, pour la possession de morceaux de terre. Oui, mais surtout parce qu'en fait, c'est un quartier des paysans. Donc pour une fois,
il y a beaucoup d'arbres dans tous les cinémas palestiniens. Souvent, la terre est pas la terre, cette terre, mais la terre dans le sens la terre des Palestines. C'est un lieu du discours aussi. C'est un artifice rhétorique souvent. La terre dans les discours palestiniens. Pour une fois, la terre. Enfin, c'est pas que ça, parce que c'est une terre physique qui a été occupée. Ben, dans ce cas, la terre était beaucoup plus réelle. C'était les sols labourés tous les jours par les protagonistes du film. Donc, et les arbres, la première fois que j'ai senti que je devais faire un film sur cette famille, c'était la première séquence quand je venais d'arriver dans ce quartier, et Fouad, que je montre au début du film, et Fouad m'a raconté l'histoire des oliviers qui avaient été arrachés dans les quartiers. Et chaque olivier avait sa propre histoire. Donc c'était une séquence qui à l'origine durait presque une heure, où il ne parlait que des oliviers. Et qu'on a eu du mal à monter parce que tout était incroyable quand il parlait de cette histoire d'arbre. Donc, et pour une fois, je ne sentais pas du tout la rhétorique dans tout ça. C'était carrément l'histoire de quelqu'un qui sait que sa subsistance vient des arbres, qui parle des oliviers comme des 35 oliviers comme autant de membres de la famille. Et après, il dit il n'y en a que 2 qui ont survécu. Donc ça, la reconstruction des oliviers et du sycomore était dans les projets du film depuis toujours, parce que c'était carrément... En plus, en passant là-bas, on ne pouvait pas douter qu'il avait eu un oliveraie aussi étendu, parce qu'il en parlait, mais on ne voyait pas. Donc je me suis dit, il faut mettre les arbres, les rendre protagonistes du film à part entière, mais... Parce qu'il parle d'arbres, il parle de laitue, il parle d'agriculture, mais comme quelque chose qui est leur quotidien. Il y avait madame qui voulait reposer une question. Oui, je voulais savoir s'il y a une possibilité, si vous avez envisagé d'amener ce film en Amérique latine, en Argentine par exemple. Oui, je souhaite bien. Enfin, j'aimerais beaucoup, mais mes autres films sont passés au Bafisi. Ah, voilà. À Buenos Aires, donc c'est un peu plus tard, je sais pas. D'accord. Okay. Dans l'année, mais j'espère qu'ils vont les projeter. Oui, je crois qu'il y aurait beaucoup d'intérêt parce qu'il y a une communauté juive, par exemple, pas seulement juive, mais il y a une communauté juive. La communauté juive en Argentine est divisée en ceux qui sont d'accord avec toute la politique de Netanyahou et ceux qui sont complètement en désaccord et qui sont très sensibles à la cause palestinienne aussi. Donc il y a un public assez important qui pourrait être touché par ce film. Oui, je l'espère. Après, il y a aussi au Chili aussi un... Oui, j'imagine au Brésil aussi. Oui, il y a aussi beaucoup de Palestiniennes. La première communauté palestinienne en nombre, je pense, c'est celle chilienne, si je ne me trompe pas. Donc quand même, en plus c'est un endroit où il y a beaucoup de passion pour le cinéma, pour les documentaires. Donc en plus, je voudrais bien y aller. Donc j'aimerais bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, juste là derrière. Régine, oui. Bonsoir et merci pour l'excellent film que nous avons vu. J'ai une question concernant les personnes dans le film, surtout les enfants qui ne sont pas des professionnels. Comment ça s'est passé pour qu'ils puissent parler, qu'ils puissent être filmés? Et comment est-ce qu'ils ont réagi à la présence de caméras et de l'équipe du film dans leur vie quotidienne, surtout dans des moments très forts comme ça? Merci. D'abord, l'équipe, c'était moi tout seul. Donc, c'était... Moi, au début, j'étais aperçu comme les autres équipes de télé, si on veut, juste plus petites et moins équipées. Et donc, mais c'était le moment où, de 2009,
il n'y avait plus de chez soi, il n'y avait plus d'intime, enfin, d'espace public, espace privé, tout était en plein air. Et il y avait juste cette sorte de choc, des traumatismes qu'il voulait quand même partager avec les médias. Donc au début c'était comme ça, mais même déjà à la fin de 2009, j'ai senti qu'il y avait une relation qui était plus intime, donc qui me donnait accès à des relations entre eux que autrement j'aurais pas pu filmer. Donc disons que déjà rien n'est mis en scène évidemment ni en 2009 ni en 2010, donc j'ai toujours filmé les choses qui s'est passé devant ma caméra. Et après en 2010, quand je suis allé pour le mariage, j'ai passé beaucoup de temps là avec Zeinat, avec Amal. Et oui, j'ai passé des journées entières, j'ai posé des questions, parfois à Zeinat, ou parfois je suivais Amal avec ma caméra. Et c'est eux qui ont décidé. En fait, moi, je posais de moins en moins de questions parce que ils savaient déjà les questions que j'aurais aimé poser. Et donc ils racontaient. C'était une intimité qu'ils savaient très bien qu'il allait se partager avec le reste du monde. C'était une manière d'avoir comme une fenêtre vers l'extérieur, un canal de communication. Du coup, toute la partie documentaire est assez frontale parce que je ne voulais pas cacher ça. Je ne voulais jamais dire faites comme si je ne suis pas là. Mais ça, cette partie où ils font, pas qu'ils font comme si je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, c'est le moment de l'animation parce que je l'ai mis en scène comme du cinéma de fiction. Je pense que c'est ça qui donne aussi une sorte de, comment on pourrait dire, de perspective qui est un jet des miroirs et qui fait qu'à un moment, on sent qu'on vit avec eux dans leur intimité. Et c'est grâce à l'animation aussi qu'on sent qu'on a accès à quelque chose encore plus intime. En fait. Paradoxalement, parce qu'en fait, c'est le moment où tout est reconstruit à zéro. Est-ce qu'il y a encore une question? Dernière question, oui, là-haut, madame. J'ai juste une petite question. Le refus de tirer quand on voit la caméra, c'est du réel ou c'est C'était dans les comptes rendus de cette enquête israélienne, donc en plus c'est comme ça que c'est passé, j'imagine que c'est réel. Donc on connaît les noms de celui qui a donné l'ordre, on ne connaît pas les noms de celui qui a refusé de l'exécuter, mais cela a sauvé quand même, c'est lui qui a tué les Samounis et a sauvé potentiellement des centaines, parce qu'il y en avait 180 encore dans la maison. Et c'est quelqu'un qui a c'était à l'origine aussi d'une, comment dire, pas qu'il a été sanctionné, mais il a eu quand même, lui il avait demandé déjà la première fois de contrôler s'il y avait des civils dans la maison. Et celui qui avait donné l'ordre a déclaré dans les procès internes de l'armée israélienne qu'il n'avait pas entendu quand l'autre lui demandait de contrôler. Parce que c'était dans son droit de demander si ce contrôle avait été fait. Par contre, c'était dans son droit au moment où il avait une certitude de la présence des civils, donc notamment des enfants. Il avait le droit de ne pas tirer et heureusement, il a exercé. Donc, c'est pas qu'il a pas accompli l'ordre dans les règles d'engagement de l'armée israélienne, je pense, de plusieurs armées, font que si on a la certitude que celui qu'on va commettre, que de l'autre côté il y a des civils, on peut ne pas tirer. On doit même ne pas tirer. Merci. Moi, je voulais encore une fois remercier Stefano Savona de nous avoir rejoints pour nous présenter ce film magnifique, important, qui donc, je le rappelle, sort demain et vendredi à Genève et Lausanne. Vous rappelez que vous pourrez trouver aussi des informations sur ce
entre guillemets, nouveau cinéma italien, excuse-moi de l'appeler comme ça, mais ça en fait partie. J'aime bien quand on dit nouveau, parce que voilà, ça fait jeune. ça. Et en plus, je pense que justement, tout ce que Stefano vous avait raconté aussi sur la manière dont ce film a été conçu et pensé, dans ce glissement entre justement quelque chose qui est profondément documentaire, avec véritablement une empathie et une distance du documentaire, mais en même temps cette approche de la fiction qui rend le documentaire encore plus fort, fait justement partie de ce cinéma italien qui se révèle en Europe et qui, heureusement, connaît un succès, en tout cas dans les festivals et distribué dans le monde, et on l'espère aussi en Amérique du Sud. Non, merci. Grazie mille, Stefano. Merci à vous. Merci. Et on peut encore boire un verre. Le bar est ouvert. Merci à vous. Distribué à la sortie, si jamais.